Bien, bonjour à vous. Mon nom c'est Anne Lungam et aujourd'hui je vais vous présenter mon travail donné par la professeure Pelletier. Le titre de mon travail c'est Approche interculturelle du développement dans la culture française. Sur cette diaporama, j'ai mis diapositive, j'ai mis le plan de mon travail. Et tout d'abord, il est important de définir la culture. Qu'est-ce que c'est que la culture? La culture, c'est l'ensemble des valeurs, des institutions et des modes de comportement qui se transmettent de façon collective dans une société. Elle permet de lier des liens très forts entre les membres de la société et aussi permet aussi de pouvoir définir un ensemble de comportements liés à la société. La psychologie interculturelle, c'est l'étude systématisée des relations entre le contexte culturel du développement humain et les comportements qui s'établissent dans le répertoire des individus qui évoluent ensemble. La culture française, c'est une culture assez ancienne qui est le peuple français, c'est un peuple celte qui a pénétré dans la région occidentale de l'Europe dans les années 1000. Et c'est un peuple qui parle la langue française et sont catholiques. On peut devise égalité, unité, fraternité. Ils sont très connus pour la gastronomie et l'art, le stylisme, le tourisme. Le développement de l'enfant, c'est l'ensemble des processus qui se manifestent tout au long de la vie d'un être humain, notamment chez les enfants, qui lui permettent de se développer de façon physique, moteur, sociale, affective, cognitive et langagier. Quand on parle de développement de l'enfant, on parle du développement cognitif à la base parce que ça nous rappelle la théorie de Piaget, une théorie qui stipule que le développement de l'enfant se fait en 4 étapes. La première étape qui se manifeste autour de l'âge de 0 à 2 ans, c'est l'étape qui permet à l'enfant de pouvoir contrôler ses muscles et de se mouvoir. La seconde étape, qui est l'étape qui se développe, qui est l'étape de 2 à 6 ans, qui est l'étape préopératoire, permet à l'enfant de développer son intelligence et concrète et conceptuelle, telles que les nombres, la catégorisation, le raisonnement. La troisième étape, qui est l'étape des opérations concrètes, qui est de 6 à 12 ans, permet à l'enfant donner à l'enfant la capacité de penser de manière un peu plus abstraite et logique. Et la dernière étape, qui est l'étape des opérations formelles, à partir de 12 ans, permet à l'enfant de maintenir la capacité d'utiliser le raisonnement hypothético-déductif sur des idées et non pas seulement sur des objets concrets. L'approche interculturelle, c'est une approche qui encourage l'ouverture des différences, l'inconnu, une attitude de curiosité et d'écoute dans le but de communiquer. Elle permet en fait d'étudier davantage les normes et les valeurs culturelles parce que ces normes et ces valeurs culturelles influencent sur euh, les manifestations de développement en général de l'être humain. La psychologie interculturelle comparative a été mise sur pied en fait et s'est focalisée, s'est appuyée sur les recherches faites par Piaget et a conclu que c'est une théorie ethnocentrique car
Piaget s'était basé sur ses enfants en lui pour pouvoir faire établir les étapes de développement de l'enfant. Il s'est basé sur des enfants qui sont dans les pays développés et donc n'a pas trop élargi ses recherches dans les autres types de pays. La psychologie interculturelle comparative tient compte de la diversité culturelle dans le développement de l'enfant, de l'adolescent et tout au long de la vie. Euh, Cette approche vise à distinguer l'universalité de la spécificité culturelle. Elle teste les hypothèses de la psychologie générale dans des autres groupes culturels pour prouver leur validité théorique et pour promouvoir l'universalité. Dans le cadre théorique de la psychologie interculturelle du développement de l'enfant, on a trois différentes théories qui sont mises en avant, notamment la théorie de Bronfenbrenner, la niche développementale de Super Erasmus et le cadre éco-culturel de Berry. On va se focaliser juste sur les deux premières théories. On va commencer par la théorie de Bronfenbrenner, qui est une théorie qui permet à l'individu, qui est basée sur le fait que l'individu, lors de son développement, doit interagir avec son environnement. Et pour cela, il y a quatre composantes écologiques qui lui permettent d'interagir avec son environnement, qui sont le microsystème, le mésosystème, l'exosystème et le macrosystème. Le microsystème, c'est l'interaction entre l'enfant et sa famille. Le mésosystème, c'est l'interaction entre l'enfant, sa famille et l'école. L'exosystème, ce n'est plus l'enfant qui est vraiment l'acteur. Maintenant, ce sont les différents facteurs qui peuvent impacter de façon indirecte sur le développement de l'enfant, notamment le travail de ses parents. Et le macrosystème, c'est un cadre socio-culturel qui englobe tous les autres systèmes. Donc, et pour bien mettre en avant cette théorie, il est important de prendre un exemple un peu plus concret. On a comparé deux systèmes de socialisation, système de socialisation des enfants des mères françaises et des mères africaines. Et cela a été fait à partir des études de Greenfield et Suzuki en 1999. Selon cette étude, les mères françaises ont tendance à rendre les enfants un peu plus autonomes et indépendants. Et donc, pour qu'ils soient un peu plus égocentrés, alors que les mères africaines, elles pensent plutôt à l'allocentrisme, elles essaient de rendre les enfants un peu plus interdépendants et un peu plus proches de leur environnement, de la collectivité. La théorie de Bronfenbrenner, bien qu'elle ait des forces, elle a aussi des limitations. Les forces de la théorie sont que la théorie est une théorie basée sur une approche holistique et les enfants et les familles sont impliqués dans la relation qui les lie. Les limitations de la théorie sont que la théorie ne tient pas compte d'autres facteurs de l'environnement, notamment le voisinage de l'enfant, pour pouvoir étudier son développement. Et, il est difficile de faire des tests empiriques aussi. Les personnes qui n'ont pas une relation positive avec leur environnement sont plus jugées comme des personnes qui ont un développement ralenti. Ensuite, maintenant, on va parler de la théorie de la niche développementale des super arachnes. C'est une théorie qui développe le processus de transmission culturelle, perspective constructive de la culture. Elle permet de mettre en avant la complémentarité entre la psychologie et l'anthropologie. Le développement de l'enfant se fait dans un contexte
plus culturel tout au long de cette théorie. C'est une théorie qui a trois composantes qui sont indissociables. La première est le cadre physique, culturel et social dans lequel l'enfant vit. La deuxième sont les coutumes en matière d'éducation et de garde des enfants. Et la dernière, ce sont les différentes valeurs que les parents essaient de transmettre à leurs enfants. Bien que cette théorie soit très utilisée, et elle a des limites, puisque, puisque la culture en fait l'apprentissage de l'enfant, la structure de son environnement, sa culture peut influencer sur, bref, la culture et l'environnement de l'enfant peuvent influencer sur sur son apprentissage autant pour moi. Ici est un graphique qui permet de mettre en avant en fait la différence entre les enfants défavorisés et les enfants favorisés qui vont à la garderie, l'acquisition des langages. Il a été prouvé que les enfants qui vont à la garderie, qui viennent des milieux défavorisés, ont une acquisition un peu plus avancée du langage que ceux qui n'y vont pas. Par contre, les enfants favorisés qui vont à la garderie, l'acquisition des langages est pareille que ceux qui n'y vont pas. La psychologie cognitive et la culture. La psychologie cognitive cherche à décrire scientifiquement la manière dont l'esprit fonctionne. La psychologie cognitive permet de comprendre les processus mentaux associés aux connaissances pour générer des prédictions comportementales. Et pour cela, des exemples ont été montrés dans le travail de Wassman et Desson en 1998. Ils ont pris un exemple du style cognitif. Ils ont pris deux différentes cultures, deux différents sujets. Un sujet qui venait un sujet français et un sujet de Genève. Ils se sont rendus compte que, en fait, les enfants de Genève n'utilisent pas beaucoup le langage géocentrique et le cadre géocentrique pour encoder des situations spatiales en mémoire. Par contre, les enfants français utilisent beaucoup cet encodage géocentrique dans sa consigne verbale et cet égocentrisme pour pouvoir localiser de façon spatiale un objet et aussi sa signification. En conclusion, nous allons dire que la psychologie culturelle et développement est une étude qui étudie l'influence du contexte social et culturel sur le développement de l'enfant au niveau comportemental. Et cette discipline a pour but de montrer les diversités culturelles existantes dans le comportement humain, autant pour moi. La description d'une série de variables autour de l'environnement de l'enfant, de la culture qui caractérise le milieu social avec les différentes facettes, les croyances, morale, droit, coutume, les valeurs, jouent un rôle très important dans la manière dont l'individu se développe. Et cela sous l'influence du courant socio-culturel des travaux de Vygotsky. Je vous remercie énormément pour votre compréhension, pour votre écoute. Donc cette dia, c'est juste une dia pour pouvoir remettre encore le lien entre la culture et l'approche interculturelle sur la culture en général. Mais généralement, les cultures sont un peu plus... généralement, les cultures sont différentes, donc chaque culture a sa façon de fonctionner et ça agit, ça impacte le développement de l'enfant différemment, dépendamment de la culture.
Ici, c'est la DIA qui contient mes références. Je vous remercie encore pour votre écoute.